Les sacrifiés de la mondialisation ultralibérale veulent plus. Plus de moyens, certes, mais aussi plus de pouvoir, notamment celui de contrôler ceux dont la mission est de les représenter. Après la carotte, vient le temps du bâton. Une répression brutale, policière, avec mains arrachées et manifestants éborgnés, mais aussi judiciaire, avec une distribution massive de condamnations fermes. Pendant que les pouvoirs exécutifs et judiciaires répriment, les législateurs ferraillent pour imposer une réforme des retraites dont une majorité des Français ne veut pas. Occupés à bâtir leur nouveau monde, les responsables n'accordent qu'une attention distraite à un virus agressif qui, parti de Chine, va très vite ravager la planète et envahir la totalité de l'espace politique, donnant à nos gouvernants l'occasion de montrer l'étendue de leurs compétences. Dans les hôpitaux, la situation est dramatique. On manque de tout, de masques, de gel, de tests, de respirateurs, de lits et de personnel en réanimation. Le 29 février, après que le Covid-19 a fait ses premières victimes en France, Édouard Philippe convoque un conseil des ministres extraordinaire consacré au virus. Une grande décision en ressort. Utiliser le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Alors que l'épidémie progresse, se faisant pandémie, le pouvoir s'affole, s'agite comme un poulet sans tête. Sur quoi s'interroge l'exécutif au premier jour de mars? Mais sur le maintien des municipales, bien sûr. La veille du premier tour, le Premier ministre joue les contorsionnistes, invitant les Français à rester chez eux, mais en même temps à aller voter. Chapeau l'artiste. Les amis, l'heure est grave. Le Parlement est en train de préparer une loi d'amnistie pour tout ce qui touche au Covid. C'est-à-dire que cette loi va exonérer de toute responsabilité par rapport au coronavirus les employeurs, les fonctionnaires, les élus et surtout le gouvernement. Qu'est-ce que c'est une loi d'amnistie? Une loi d'amnistie, ça veut dire chat perché. Plus aucune responsabilité pénale. Si cette loi passe, ça veut dire qu'on oublie tout. Les contaminations, les milliers de morts, les professions méga exposées qui sont allées au charbon sans masque, les pénuries, les mensonges, tout ça, on oublie, un coup de baguette magique, chat perché. Cette loi, elle n'est pas encore votée. Pour le moment, elle doit encore passer à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Sénat, tous les partis politiques ont voté pour cette loi d'amnistie. Si cette loi passe, c'est méga grave. Ça veut dire que personne, et singulièrement le gouvernement, ne sera jugé pour les fautes, pour les manquements, pour les défaillances de tout ce fiasco qu'a été la crise du Covid. Responsabiliser les élus. Les élus devront être comptables de leur action devant le peuple dont ils ont obtenu la confiance. Une élection, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui arrive et qui dit « Faites-moi confiance, voilà ce que je vais faire », et une fois élu, il ne le fait pas. À la place, il fait autre chose ou rien. Eh bien non, ça ne peut plus marcher comme ça. En cas de défaillance, il est nécessaire qu'ils puissent être démis de leurs fonctions, démocratiquement. C'est-à-dire si une fraction de citoyens le propose et si une majorité d'électeurs l'exige. Insistons. Cette mesure doit s'appliquer à tous les élus, jusqu'au président de la République, qui en France ne peut être démis par personne en cours de mandat, ni même être jugé depuis la scandaleuse décision du Conseil constitutionnel sous la présidence du douteux Roland Dumas. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. À ce propos, Michel Onfray, vous avez rendu un hommage remarqué et très très clair à Didier Raoult et à son protocole. Pourquoi? Parce que vous avez eu la preuve vivante que ça marchait. Pourquoi? Écoutez, moi, à 28 ans, j'ai fait un infarctus à Argenton, où j'habitais en Normandie, et on a demandé à ce qu'un hélicoptère me conduise au CHU de Caen à une centaine de kilomètres. Il y avait du brouillard, c'était fin novembre, et on a dit on ne pourra pas vous conduire en hélicoptère, donc voilà. Et je suis tombé sur un jeune toubib par téléphone qui disait, enfin je l'avais pas moi en direct, mais je veux dire c'est mon médecin qui l'avait en direct, qui disait on a un protocole qu'on peut utiliser. Il est dangereux, il n'est pas encore totalement validé, mais effectivement, ça fluidifie la totalité du sang, donc ça limite les effets de votre infarctus, mais le risque, c'est l'hémorragie. Et qu'est-ce que vous croyez que j'ai dit à ce moment-là? Oh non, je ne prends pas de risque, je préfère mourir d'un infarctus plutôt que de prendre le risque d'une hémorragie qui peut-être peut venir. Donc j'ai conclu à ce moment-là qu'effectivement, il y a des moments dans l'existence où il faut savoir prendre des risques, et que de fait, quand le professeur Raoult nous dit utiliser la Nivaquine, moi j'en ai pris la Nivaquine, c'est-à-dire à une époque quand j'allais en Afrique, c'est pas compliqué, on nous disait il faut en prendre 70 ans, Nivaquine, oui. Mais bien sûr, et puis après, oui, et puis après 15 jours, on prenait aussi
ça, et puis bon, ben voilà, alors qu'il y ait des effets secondaires, bien sûr qu'il y a toujours des effets secondaires, mais on préfère laisser mourir des gens d'hypothétiques effets secondaires en évitant de les soigner, alors qu'il nous dit, c'est pas n'importe qui, ce monsieur, il a quand même des titres de noblesse, il nous dit que dès le départ, on peut arrêter la maladie. Alors après, on dit, mais ça ne marche pas. Quand on l'utilise à ce moment-là, il dit, mais bien sûr que ça ne marche pas, c'est trop tard. Il faut l'utiliser pour empêcher ce qui advient. Donc j'ai défendu cet homme en disant, mais il est un scientifique sérieux, de renommée planétaire, il nous dit des choses qui sont crédibles, on n'a pas à dire, mais attendez, est-ce que vous êtes bien sûr qu'il n'y aurait pas des morts à cause des effets secondaires? On dit, on y va. Et puis bien sûr qu'il y aura des morts des effets secondaires, mais il vaut mieux sauver des gens avec quelques morts dus à des effets secondaires que de tuer plein de gens en disant oui mais on n'a pas pris de risque. Bien sûr on n'a pas pris de risque mais on a tué des gens. Voilà, je pense que vous comprenez l'enjeu, c'est méga décisif ce qui est en train de se jouer au Parlement. Je vais maintenant essayer de vous expliquer tout ça le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre les enjeux et sonner l'alerte. Le problème vient du Sénat. Le Sénat vient d'examiner la loi qui vise à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Et dans cette loi, le Sénat a voté un amendement qui dit, texto, « Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir exposé quelqu'un à une contamination au Covid, causé cette contamination ou contribué à causer cette contamination. » On est donc clairement sur une loi chat perché. Imaginons que quelqu'un a été contaminé au municipal et poursuive le gouvernement. Eh bien, au tribunal, hop, le gouvernement sort la carte, chat perché, ma responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Évidemment, c'est pas une loi d'amnistie à 100%. Il y a des cas où si tu as intentionnellement contaminé quelqu'un ou intentionnellement contrevenu aux règles fixées, eh bien là, tu restes responsable. Mais c'est pas le gros des cas où il y aura des jugements aux tribunaux. Pour les municipales, pour les gens qui ont travaillé exposés et sans masque, c'est pas des contaminations intentionnelles. Du coup, ça reste amnistié par cette loi. Commentons maintenant un peu le texte de l'amendement. Le premier truc à noter, c'est que tout le monde est concerné par cette amnistie. Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. Ça concerne donc des particuliers, des managers, des patrons, des employeurs, des médecins, des fonctionnaires, des élus, des préfets, et c'est là où le bas blesse, des secrétaires d'État ou des ministres. Dès les premiers jours, une évidence. Le goût du nouveau président pour la pompe et les rites de la monarchie, se mettant régulièrement en scène dans les décors de la royauté. Ainsi a-t-il choisi le palais du Louvre pour son intronisation, marchant seul devant la pyramide, le château de Versailles pour recevoir Vladimir Poutine, l'empereur du Japon, ou 150 millionnaires high-tech, et enfin celui de Chambord pour célébrer son 40e anniversaire. Une prédilection déjà annoncée par des déclarations antérieures en 2015. Il affirmait déjà, dans la politique française, l'absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort, et confirmé jusque dans son programme qui prévoyait de rétablir les chasses présidentielles, ce qui n'a rien d'un détail. Emmanuel Macron est-il capable de perversion pour arriver à son but? Un copain qu'il a croisé dans sa période banquier d'affaires m'a écrit un long mail cette semaine. Vous prenez Macron par le mauvais bout. Si vous voulez le rendre dingo, traitez-le pour ce qu'il est, un petit chose. Et mon copain d'argumenter. Macron, c'est un petit garçon, jamais sorti du jardin de sa maman, à faire du théâtre, du piano, à bien apprendre ses leçons. Parfois, aller skier à Bagnères de Bigorre, chez ses grands-parents. Mais lorsque le chef de l'État fait son entrée dans la classe de CP avec laquelle il va dialoguer, tous les enfants ne l'ont pas reconnu. Ça va? C'est qui? Dans cette école, ce sont des enfants de soignants qui sont accueillis depuis le début du confinement. Ma mère, elle travaille à l'hôpital, sauf qu'elle est aide-soignante. Ouais, et ça se passe bien, ça va? Oui, et elle est dans le service du coronavirus. Oh là là. Depuis Montesquieu, qui a théorisé la séparation des pouvoirs, il n'en connaissait que 3, lui, un 4e s'est imposé, la presse. Problème, 9 milliardaires en possèdent l'immense majorité. On ne s'étonnera donc pas que l'intérêt des puissants soit ménagé dans le traitement de l'information. Impuissante politiquement, la contestation s'exprime là où elle le peut encore, dans la rue et dans les sondages d'opinion. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles.
Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Je crois qu'on a ça.